On va passer maintenant à notre première table ronde qui est consacrée aux objets santé connectés, que Fred a rapidement évoqué. Des objets santé qui vivent une véritable floraison, parce qu'on en trouve une multitude. Donc ça commence par les bracelets connectés qui sont en vente à la Fnac, qui analysent votre sommeil, jusqu'aux t-shirts connectés qui luttent contre le mal de dos, en passant par les balances, les stéthoscopes, les brosses à dents connectées, même le tampon connecté. On ne sait pas bien si c'est un fake ou pas, mais en tout cas il est sur KissKissBankBank. Donc je vais demander à nos 3 intervenants de me rejoindre sur scène. Donc il doit y avoir Anne-Julie Gilles, qui est la fondatrice de Zenboa Solidaire, qui sont des bracelets santé qui stockent des données vitales, qui était lauréate du concours de start-up de l'an dernier. Je vais demander à Laurence Fossé, qui doit être là aussi, je l'ai vu tout à l'heure, qui est la directrice des projets innovants d'Orange pour la Bretagne et les Pays de la Loire. Et je vais demander à Eric Berthaud, que j'ai vu aussi tout à l'heure et hier soir, qui est le PDG de Viti Technologies. Viti, qui est une entreprise locale, codanaise, qui a développé une solution connectée pour le logement des seniors avec une dimension santé. Bonjour à tous les 3. En fait, on va faire un premier tour de table rapide. Je vais vous demander de vous présenter un peu plus en profondeur que ce que j'ai fait, puisque vous connaissez mieux que moi. Allez-y, Anne-Julie. Bonjour, donc je suis Anne-Julie Gilles, fondatrice de Zenboa Solidaire. En fait, l'idée de départ, c'était de permettre à chacun de partager ses informations essentielles en cas d'urgence. C'est-à-dire au moment où on est inconscient ou pas toujours maître de ses émotions pour pouvoir communiquer avec les services d'urgence. Là, par le biais d'un bracelet, donc un bracelet connecté qu'on voit là, que vous voyez ici, bracelet connecté donc, les services de secours vont pouvoir consulter le message que vous avez voulu partager. Ça peut être bien évidemment des informations de santé, mais aussi tout simplement un numéro de contact à contacter en cas d'urgence. Voilà. Très bien, on creusera un petit peu le dossier un peu plus tard. Laurence Fossé. Oui, bonjour à tous. Donc Laurence Fossé, je travaille à la direction Orange Ouest, donc Bretagne et Pays de Loire, sur les projets innovants, donc le développement des nouveaux usages dans des domaines assez variés comme l'e-santé, mais aussi l'e-culture, l'administration 2.0, l'e-éducation, donc un périmètre assez large, et sur des expérimentations qui peuvent avoir lieu sur le territoire breton ou ligérien. Et je suis plus particulièrement spécialisée dans le secteur de l'e-santé, car j'ai travaillé plusieurs années dans la division Orange Healthcare, donc spécialisée autour de l'e-santé à Orange. Eric Berthaud. Bonjour, Eric Berthaud, donc je suis le PDG de la société Viti, on est basé à Lorient. C'est une société qui existe à Lorient depuis plus de 20 ans. On a fait un métier jusqu'à peu près 2012 dans ce qu'on appelle la domotique. La domotique que j'appelle moi 1.0, c'est-à-dire la domotique sans usage. Donc la domotique qui ne se déploie pas, qui est un marché aujourd'hui qui est difficile et qui a toujours été difficile. Et puis on a eu l'opportunité de réfléchir justement grâce à ce mouvement de la transition numérique. On a mis nos équipes de R&D, on est passé à la domotique 2.0, donc la domotique d'usage. Et bien sûr, on a choisi deux secteurs, le secteur de l'énergie et le secteur de la santé. Donc aujourd'hui, on est présent dans l'efficacité énergétique avec des systèmes qui vous permettent de contrôler, visualiser, prendre la main sur votre tableau de bord énergétique de votre habitat, un vrai usage. Vous pouvez économiser de l'énergie. Et puis on a développé aussi tout un système à travers des capteurs et une plateforme cloud de maintien de santé à domicile, donc de la MAD. J'adore ce terme parce qu'en anglais ça veut dire un marché fou. Donc on est dans un marché fou. Vous travaillez dans le MAD. Voilà, on est dans le MAD. D'accord, très bien. Alors justement, on voit bien en ce moment et Fred l'a bien raconté, que ça part un petit peu dans tous les sens, les objets santé connectés, et on voit bien que le potentiel de la e-santé est énorme. Peut-être, Laurence Fossé, vous pourriez nous faire un petit point sur justement l'état de ce marché-là. Et j'ai lu il n'y a pas très longtemps que ça représentait, aujourd'hui, les objets santé connectés, c'était en 2013, c'était 60% du marché des objets connectés, qui a bien grossi depuis. Oui, alors globalement, on est sur un marché de toute façon des objets connectés qui est complètement exponentiel. Entre 2010 et 2015, le volume d'objets connectés a globalement doublé et on s'attend à ce qu'entre 2015 et 2020, il continue à doubler.
Donc on était à peu près à 1,8 objets connectés par personne en 2010, on est à 3,5 et on sera à 7 objets connectés par personne en 2020. Donc c'est un marché en pleine explosion avec une grande partie autour de la santé. Mais quand on parle de santé aujourd'hui, quand même autour des objets connectés, on est souvent dans le wellness. Donc on est dans le bien-être, dans l'amélioration de la qualité de vie. Donc beaucoup d'objets autour du coaching sportif, qu'on classe quand même malgré tout dans ces objets santé, bien-être. Des objets qui peuvent être des balances connectées, enfin vous en avez cité un certain nombre, et qui ne sont pas à proprement parler vraiment des objets connectés santé. On a certains objets connectés aujourd'hui santé, mais ils sont beaucoup moins développés sur le marché, autour du suivi des maladies chroniques. En France, on a à peu près 4% de diabétiques, en Espagne près de 14% de diabétiques, donc c'est une maladie qui est très répandue, qui se développe beaucoup. Et il y a par exemple des glucomètres qui permettent d'avoir un suivi de sa maladie, avec derrière des services de coaching, d'aide pour mieux gérer sa maladie. Là, à mon sens, on est plus vraiment dans de la santé connectée avec de l'objet connecté. La santé pure, quoi. Voilà, mais aujourd'hui, ces services sont quand même peu répandus. On n'est plus vraiment au stade de l'expérimentation dans la mesure où on sait les faire fonctionner, on sait comment ces systèmes peuvent être de vrais succès. Mais ils sont encore moins répandus que toute la partie wellness. On a aussi un troisième segment qui est plutôt autour de la silver economy, donc mieux vivre à domicile. Là, c'est aussi un secteur qui est en plein boom parce qu'on est à la frontière aussi de la maison connectée. Et donc, on arrive sur des services qui commencent à être mieux maîtrisés par l'ensemble des citoyens. La maison connectée, ça parle un petit peu à tout le monde, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Donc on arrive à des services qui sont beaucoup moins stigmatisants que ce qui pouvait être fait auparavant autour de la silver economy et qui connaissent aujourd'hui véritablement, qui sont en plein essor, loin d'être au pic des usages. Le potentiel de la silver economy, on le sait, avec le vieillissement de la population, est très important. Eric Berthaud, c'est ce troisième segment-là. Donc on répète, donc le premier c'est le wellness, donc c'est les bracelets qui analysent le sommeil, la course à pied, etc. etc. Les vrais objets santé connectés qui permettent le traitement des maladies chroniques. Et puis donc la silver economy, là c'est là-dessus que vous êtes positionné, vous, avec votre solution qui s'appelle Majordome, je crois. Oui, effectivement, c'est la maison connectée. Et donc on a vraiment travaillé sur ce dont on parlait tout à l'heure. C'est ce que j'appelle moi les wearables, donc ces fameux petits le bracelet connecté, ce qu'on porte. On sort de sa maison, on surveille sa performance cardiaque, etc. Donc ça, c'est les wearables. Et puis, je pense qu'il y a un secteur dans la maison connectée. Je vais lancer le terme parce que c'est notre idée à nous et je pense qu'elle est en train de faire son chemin. C'est ce qu'on appelle le homeable. Donc, je suis chez moi. Le maisonnable. Voilà, je suis chez moi, j'ai mon tensiomètre, j'ai un petit appareil qui permet de mesurer mon électrocardiogramme. Je veux avoir un parcours de santé qui m'est présenté et on a effectivement rassemblé tout ça. Donc, on en ajoute toutes les semaines quasiment des objets connectés sur une plateforme qui utilise non pas alors elle utilise aussi une tablette tactile aussi. On peut suivre tout ça sur une tablette tactile chez soi. Mais il y a quelque chose chez soi qu'on utilise, et surtout dans cette tranche de population énormément, et de façon très intuitive et très facile, c'est la télévision. Et donc notre plateforme est absolument... on a des apps TV, donc on a créé des apps TV santé. Vous les téléchargez très facilement, votre télévision est connectée grâce à notre boîtier. Et puis bien sûr, toute la sécurisation des datas. Donc vos données personnelles sont dans la box. Alors on en reviendra tout à l'heure, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne âgée qui a une maladie, par exemple, elle peut transmettre des informations à son médecin par ce système-là? C'est exact, oui, il y a surtout des informations sécurisées parce qu'il y a quand même des protocoles de transmission de santé, mais aussi à son aide-soignant. C'est-à-dire que, mais en plus, voir à sa famille, à ses proches. Sa famille, mais le gros intérêt, c'est qu'elle est en train de regarder sa TV, parce que c'est ce qu'on fait quand on est une personne âgée. Après âgé, il faut définir la barrière, mais on va être prudent. Mais globalement, c'est vrai qu'il y a un gros usage de la TV et il va en augmentant. Ça aussi, tout à l'heure,
on parlait un peu de choses des choses qui sont dites et qui ne sont pas vraies. En vérité, oui, même avec l'Internet, la télévision, l'usage de la télévision augmente dans le monde. Et le potentiel de ce type d'objet, il peut aller jusqu'où? Écoutez, aujourd'hui, la silver economy, hein, c'est un secteur, donc la maison connectée et la santé, le suivi de la santé à domicile, le MAD. Dans la silver economy, c'est un marché qu'on voit à peu près aujourd'hui. Il y a différents analystes qui s'y ont penchés, mais on est dans à peu près une perspective de 2 milliards en 2012-2013, et on est dans une perspective de 25 milliards en 2020. Donc il y a une croissance énorme. Tout ça parce que c'est l'usage. Enfin, on est dans l'usage, on n'est plus dans de la technologie. C'est pas important que ça soit tel objet de tensiomètre. Le tout, c'est comment on l'utilise et comment on restitue l'information très facilement et comment on la communique. On peut imaginer, on peut même aller très loin, imaginer que par exemple des personnes qui sont atteintes de maladies type Alzheimer et qui se perdent régulièrement, on voit ça dans les journaux, hein, pourraient être surveillées à distance comme ça par ce type d'objet. Je vous vois faire la moue, Julie. Je pousse loin, hein, mais... Non, c'est intéressant parce que bien sûr, c'est un besoin aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier la liberté aussi. Et ça c'est toujours la limite. C'est-à-dire qu'on va pousser un maximum de solutions et puis on va être freiné par des règles, donc certaines qui sont vraiment indispensables. La sécurité des données. C'est vrai par exemple, nous, on a choisi, on a 2 solutions en fait. Celle d'aujourd'hui, c'est l'anonymat. Donc nous, toutes les données qui sont sur le bracelet, vous ne mettez jamais votre nom, ce qui fait que si quelqu'un trouve votre bracelet, il va pouvoir lire votre message, mais en revanche, il ne pourra pas mettre de nom, donc personne ne pourra savoir quelle est votre pathologie, croiser votre nom avec un traitement ou une pathologie. Mais on se dit c'est dommage, on aimerait pouvoir tout mettre, mais on ne peut pas. Aujourd'hui, il y a des limites. On est à un moment qui est assez important. Eric Berthaud parlait d'usage. On est à une charnière où on change les usages. Avant, quand on avait un problème de santé, on allait chez le médecin et on était dépendant du médecin, de la sécurité sociale, du gouvernement pour nos soins. Aujourd'hui, avec les objets connectés, on arrive vraiment à démocratiser et à surtout permettre aux gens de prendre en main leur santé. On va pouvoir calculer, alors selon ses besoins, que ce soit pour le sport, le well-being ou pour, par exemple, un électrocardiogramme, ce qui est un petit peu plus complexe, on va pouvoir nous-mêmes prendre nos mesures et arriver chez le médecin en disant, voilà, moi, je ne me suis pas juste pas senti bien la semaine dernière, mais la semaine dernière, je ne me suis pas senti bien, j'avais de la tension, mes mesures sont là avec un graphique, mon électrocardiogramme, il ressemblait à ça. Il va y avoir des 3 ou 4 différences selon les horaires. Et le médecin, ça va lui donner beaucoup de data. Donc, il va falloir qu'il apprenne à gérer ça. Et ça va pouvoir optimiser la prise en charge. Comment ils réagissent justement les médecins à cette floraison d'objets connectés santé dans tous les sens? Il y a plusieurs catégories de médecins, donc avec des approches qui sont relativement différentes. Il y a une étude qui est sortie dernièrement qui montrait qu'ils avaient de plus en plus confiance déjà dans tout ce qui était objets connectés, applications. Je pense qu'il y a eu peut-être un manque de pédagogie aussi auprès des médecins dans un premier temps pour leur expliquer qu'on n'était pas en train de remplacer leur métier par du numérique, mais qu'on était là pour apporter... pour aider en fait le patient à être plus acteur de sa propre santé. Parce que ce qu'on voit bien, c'est quand on utilise vraiment ces outils dans le cas de véritables pathologies, sont des outils qui aident le patient à mieux vivre sa maladie et à mieux comprendre, à mieux gérer sa maladie. Je citais le cas du diabète parce qu'il est relativement simple. Quand on travaille avec un glucomètre connecté, l'idée, c'est pas d'arroser le médecin d'un tas de données, c'est qu'il y a un échange beaucoup plus intéressant entre le patient et son médecin autour de je comprends pas, j'ai fait un pic là de glycémie alors que j'avais bien suivi le nombre de calories, de glucides, etc. à manger. Et donc d'être sur des données complètement factuelles, pas du ressenti, mais de la vraie donnée quantifiée, et donc de déplacer un petit peu de modifier un petit peu l'échange qui va être plus basé sur des données réelles. Donc il y a des médecins qui ont très mal vécu ce qu'on appelle l'empowerment patient, avec notamment les blogs sur les maladies,
Parce que Ils appellent les genoux.com. Moi, j'ai été opéré d'un genou et les kinés et les médecins, ils n'en pouvaient plus des genoux.com. C'est les gens qui savaient toute la pathologie de leurs genoux parce qu'ils allaient sur Internet. Voilà. Maintenant, je pense qu'ils se sont aussi un petit peu habitués à cette transformation de la relation. Ils savent que quand le patient arrive, eh ben, il a un niveau de connaissance déjà de la maladie et du coup, on va passer au cran au-dessus sur les explications, plus techniques, plus pointues. Donc ce n'est plus qu'un sachant face à un patient, c'est aussi un échange qui est différent. Mais on a aussi une population de médecins qui rajeunit, qui n'ont pas du tout les mêmes aspirations. C'est des médecins maintenant qui veulent travailler en équipe, avec des horaires différents. Enfin, le profil du médecin change fondamentalement. Et il est plus préparé, je pense, à ce changement en fait, avec le numérique qui vient aider la relation patient-médecin. Anne-Julie ? Oui, je pense qu'on va reparler encore d'un moment de transition. En ce moment, on se cherche, que ce soit les médecins ou les patients. C'est vrai que le genou.com était très commun. Maintenant, un des premiers trucs qu'on dit à nos proches quand il leur arrive quelque chose, c'est surtout va pas sur Internet. Donc, je pense que les patients aussi vont être beaucoup plus sélectifs sur l'information qu'ils vont aller chercher. Et vont s'éduquer dans l'usage. Et de la même façon, les médecins, il faut rappeler quelque chose quand même, c'est que les médecins, dans une énorme majorité, vont accueillir les informations que vous allez leur donner, parce que ça les aide. Et que, alors, notamment dans l'urgence, ça montre aussi qu'on s'intéresse un peu à nous, parce que je vous avoue que les urgentistes spécialement en ont un peu assez des gens qui arrivent, qui sont malades depuis 3 semaines et qui arrivent aux urgences en disant « dimanche soir, ah bah oui, je me sens pas bien ». Voilà, là on montre aussi qu'on prend soin de nous, qu'on prépare un peu le travail pour la santé, pour les médecins, et ça met une autre relation. Voilà. Où est-ce qu'on en est de l'organisation du marché dans des 3 segments que vous avez décrits, Laurence Fossé ? Aujourd'hui, il y a une partie qui est déjà mature, une partie qui est encore en train de se structurer. Où est-ce qu'on en est parce qu'on voit bien que il y a des secteurs, notamment, je pense je parlais de l'exemple incroyable du tampon connecté, dont on ne sait toujours pas si c'est une blague ou pas. Hein, mais la preuve en est, c'est qu'on a du mal à savoir si c'est une blague ou pas. Où est-ce qu'on en est de la floraison ? Il y a des parties du marché qui se structurent. On est arrivé à un stade de maturité pour certains segments ? Je pense qu'on comprend déjà mieux le marché. On voit bien que sur le wellness, si l'objet connecté est accompagné d'un vrai service à valeur ajoutée, il va perdurer dans le temps. Sinon, il va être aussi vite abandonné qu'il est acheté. Donc, il y a des services qui ont, par exemple, sur le coaching sportif, qui marchent très bien parce qu'au-delà du bracelet ou du cardio-fréquence-mètre, il y a un vrai coaching en ligne pour accompagner l'individu qui veut améliorer ses performances sportives. On a la même chose sur les régimes, avec les balances connectées, avec les applications pour compter les calories, etc. Si derrière, il y a des vrais services pour aider les personnes à perdre leur poids, il y a une vraie appropriation et usage dans le temps. Donc ces services-là, il y a beaucoup d'objets qui sortent et puis qui ont des durées d'usage très courtes. Voilà, mais c'est qu'en général, le service apporté pas beaucoup de valeur ajoutée. Il n'y a pas d'usage comme... Il n'y a pas d'usage, voilà. Et donc ça, il y a beaucoup encore d'objets qui vont dans ce sens-là. Sur le marché de la e-santé, c'est quand même un marché assez complexe puisqu'il y a un problème de financement de tout ce qui peut être vraiment service autour de la santé. Donc, on voit beaucoup de services qui peuvent être... il y a des nouveaux modèles qui réfléchissent. Les mutuelles, par exemple, on les rencontre de plus en plus sur ce marché pour apporter des services un peu premium à leurs adhérents. Il y a les laboratoires pharmaceutiques aussi qui sortent des services avec des objets connectés. Mais les objets connectés avec derrière des vrais professionnels de santé ont quand même des difficultés à trouver des modèles économiques, et c'est ça qui freine un petit peu l'explosion de ce marché. Alors, on voit par exemple sur les insuffisants rénaux, c'est des services qui ont été lancés avec des pôles spécialisés dans la dialyse, sur les diabétiques avec des pôles spécialisés dans le diabète, par exemple, des services pour arrêter de fumer, il y a eu des services qui ont été financés par l'INPES. Donc en fait, c'est toujours des modèles où il faut trouver derrière un financeur pérenne
qui puissent valider le modèle économique. Mais aujourd'hui, sur ce segment e-santé, c'est plutôt là qu'on a des difficultés. Ce qu'on peut retrouver aussi, quelque part aussi, sur la silver economy, où se pose souvent la question de qui finance la solution de maisons connectées ou d'objets connectés pour la personne âgée. Donc c'est des marchés qui sont un petit peu, je dirais, pour lesquels on prédit un bel avenir, mais qui ont encore des modèles économiques qui se cherchent. Éric Berthaud, vous me disiez quand on a préparé cette table ronde que la question du modèle économique n'avait pas encore été résolue. Oui, enfin, on connaît les sommes, on connaît ce qu'on peut économiser en maintenant une personne à domicile par rapport à son hospitalisation. Donc le gap, il est très connu. Maintenant, passer de l'un à l'autre, effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. La numérisation, ça détruit des pans économiques de vieux business models. Ces vieux business models, ils vont se défendre. Donc, de toute façon, on est dans cette situation-là pour l'instant. Par contre, ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'en France, on a quand même les investissements d'avenir de la France. Il y a eu ces grands programmes de financement qui ont été mis en place, qui ont aidé des entreprises comme Viti justement à les se positionner sur ce type de marché. Donc je crois qu'on est plutôt à cette fin-là, c'est-à-dire on est en train d'épuiser les dernières ressources d'investissement, mais il y a des belles boîtes qui sont Blue Linea par exemple, c'est un acteur en France qui est remarquable, qui a créé des plateformes de services, donc de télésanté. Les gens sont équipés avec des objets connectés, on leur amène, on leur installe. Après, ils sont surveillés par des plateformes numériques. Tout ça marche très très bien, donc ça va, à mon avis, là, dans les 2-3 années, ça va commencer à vraiment prendre forme. On est juste là, à la transition d'un monde où on envoie tout le monde à l'hôpital, ou on envoie tout le monde chez soi avec des objets connectés. Et donc, ça va se faire, 4, 5 ans, 10 ans, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est en marche. Angie, je voyais, vous aviez envie de réagir. Non, en fait, on parle beaucoup de France. Il faut quand même regarder aussi ce qui se passe autour. Aux États-Unis, par exemple, ils ont des prix assez énormes, avec des dotations vraiment énormes pour la santé, enfin pour créer des objets connectés de santé. Et là, on ne parle pas de wellness, on parle de vrais objets connectés qui changent des choses pour les usagers à la maison. Comme vous avez des exemples? Scanadoo, par exemple, donc, on le voyait sur la présentation précédente de Fred Lavado. Donc le Scanadoo qui va vous permettre de prendre électrocardiogramme, tension, température, oxygène dans le corps, etc. avec juste un petit objet à peu près de cette taille-là qui se pose sur la poitrine. Alors là où on n'est pas encore prêt, et là je vous rejoins, c'est que par exemple le Scanadoo, pour donner un exemple très précis, a été vendu sur la plateforme Indiegogo il y a 1 an à peu près, moi je l'ai raté, pour $120, donc quelque chose de vraiment d'intéressant. Et aujourd'hui, ce qui a été envoyé aux gens qui ont pu l'acheter n'est pas une version finalement officielle, parce qu'ils n'ont pas encore toutes les accréditations. Les accréditations prennent très longtemps et coûtent très cher d'ailleurs. Donc on est encore une fois dans une phase de transition où il y a des objets qui marchent, mais dont on ne peut pas confirmer, valider les informations. Donc les usagers choisissent de le prendre et de l'utiliser pour eux et de lui faire confiance finalement. Voilà, c'est vraiment une chose qui avance. Ça va venir. Et puis il y a d'autres formes de financement. En France, on a quand même beaucoup de financement, c'est ce que disait Éric Berthaud. Après, la problématique, c'est de savoir quand est-ce que on arrête un produit et quand est-ce qu'on en commence un autre. On regarde les tensiomètres, par exemple. Aujourd'hui, il y a des tensiomètres connectés qui continuent donc à vous presser le ras pour prendre la tension, ce qui est la méthode actuelle. Alors, ils sont mieux que les tensiomètres de base, puisque vous allez pouvoir garder vos informations sur votre téléphone, par exemple, et donc le délivrer à votre médecin. Mais demain, ce seront des tensiomètres qui ne seront plus du tout connectés, finalement. Ils vont calculer la vitesse du sang. Enfin, je ne sais pas très bien comment ça marche au niveau scientifique, mais qui vont juste se poser sur vous, donc beaucoup plus de confort. Donc, à quel moment on arrête de développer des produits qui coûtent très cher à développer et qu'on essaie de vendre? La science va très vite. Donc le problème aujourd'hui est là, je pense, sur sur les objets connectés santé purs. Une des difficultés aussi sur le système, sur les objets santé connectés, c'est que le système de santé en France est quand même très particulier. Il n'est pas comparable à celui des États-Unis. Donc aux États-Unis, les gens payent pour leur propre santé. En France, on a un régime avec la sécurité sociale et le régime des mutuelles qui
qui freine aussi quelque part le fait que les gens vont financer des objets connectés pour leur propre santé. Alors c'est des choses qui vont progressivement se transformer, puisque les gens attachent une part très importante à leur bien-être, à leur qualité de vie, et vont se dire pourquoi pas investir dans un objet connecté qui va m'apporter une meilleure qualité de vie. Mais on est quand même sur des systèmes de santé qui sont très différents. Et donc, du coup, cette capacité à aller financer des objets connectés santé soi-même, et pas tout à fait, enfin, ça s'apprécie pas de la même manière d'un pays à un autre. Voilà. C'est-à-dire que dans les pays où la médecine est moins coûte plus cher, on est plus encouragé à se prendre en main et à créer des objets qui peuvent nous aider à préserver notre santé, quoi. Je schématise, mais c'est ça. C'est surtout des pays qui nous assistent moins, finalement. Et de la même façon, vous voyez aux États-Unis, alors encore une fois, c'est pas du tout transformable en France, mais aux États-Unis, il y a une mutuelle dont j'ai oublié le nom, Johnson, je crois, enfin une mutuelle qui va changer le prix de l'assurance maladie selon les résultats d'un bracelet connecté. C'est-à-dire que les gens vont être connectés. Comme l'assurance auto dont parlait Fred Cavazza. Voilà, on envoie les informations directement à l'assurance, à la mutuelle, et selon comment on vit sa vie, est-ce qu'on vit de façon saine, est-ce qu'on fait de l'exercice, les prix vont changer. Voilà, aujourd'hui, ce n'est pas transformable en France, puisque en France, les données sont protégées. Alors, ouais. Et il n'y a pas de données qui vont vers l'assurance, mais est-ce que ça va changer? Parce que notre système de sécurité sociale change aussi, et de prévention santé doit changer. Donc je ne sais pas où ça va. Alors justement, on va parler des données, parce que tous ces objets produisent énormément de données. On va voir que les données, en général, c'est un enjeu pour toutes les entreprises. Mais là, ces données-là, elles sont un petit peu particulières. C'est un monde très réglementé. Qu'est-ce qui peut nous faire un petit peu un portrait de ce que sont les données de santé aujourd'hui et comment elles sont encadrées? Tout à l'heure, Eric Berthaud, vous disiez que c'était vraiment un enjeu important pour vous de sécuriser les données qui transitent entre les maisons connectées que vous surveillez à distance et vos serveurs. Ah oui, les serveurs de santé, notamment, enfin, je n'ai pas un paysage complet à vous décrire, mais pour ce qui nous concerne dans notre applicatif, effectivement, tout ce qui est données qui touchent aux données, je dirais, vitales du patient, sont envoyés avec des procédés et je dirais des protocoles qui sont absolument définis, précis. Vous avez le gouvernement, enfin le ministère de la Santé qui définit tout ça, et vous êtes obligé de vous plier à ces protocoles. Vous ne pouvez pas envoyer de la donnée comme ça sur les réseaux et les héberger sur du cloud où vous voulez. Et c'est quelque chose que vous vous obligez à le faire parce qu'il y a une réglementation, ou c'est vos clients eux-mêmes, quand ils vous en parlent, ils vous disent mais dites donc, quand j'envoie mes données de tension ou mon rythme cardiaque, où est-ce que ça va? Les gens sont conscients de cet enjeu-là, ou c'est oui, en France, après les États-Unis peut-être moins, mais c'est vrai qu'on a cette culture-là en France de la CNIL, de la protection des données. Donc tout le monde, quand on parle d'un tensiomètre connecté, qui soit sous forme de quelque chose qui vous presse le bras ou qui vous mesure simplement à travers le poignet, de toute façon, les gens, une des premières questions, c'est où vont mes données, qu'est-ce que vous en faites et comment vous les protégez. Donc, bien sûr, il faut avoir la réponse à tout ça. Angélie ? Oui, un exemple à ça, c'est que nous, notre solution, donc, qui était basée sur l'anonymat, je vous ai dit qu'on avait une deuxième solution, et on a été obligé en fait de la développer parce que il y avait cette question-là. Il faut déjà dire que la France est quand même leader, quand même, au niveau international, je pense, sur la sécurité des données. L'hébergement santé, c'est vraiment le top. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. C'est obligatoire. L'hébergement santé lui-même est obligatoire. On l'a, même avec l'anonymat. Et donc, on a été obligé de faire une deuxième solution, c'est-à-dire où les données de santé ne seront disponibles qu'auprès de médecins. Donc, par exemple, qu'auprès du SAMU. C'est moins efficace. Donc, moi qui ai vécu plutôt dans les pays anglo-saxons, c'était pas évident pour moi au départ. Mais par contre, c'est vraiment un besoin au niveau de la France de dire non, moi je veux que mes données soient complètement confidentielles. Donc là, on a mis au point cette deuxième solution et les gens auront le choix. Soit ils achèteront un bracelet à 5 € et il tiendra le temps qu'il tiendra à leur poignet. Soit ils prendront le bracelet plus un abonnement. On n'a pas encore décidé du prix, qui ne sera pas très très important, mais qui permettra de payer une hotline pour répondre quand
un secouriste viendra au secours de quelqu'un, que ce soit chez lui ou sur site, dans la rue, n'importe où, il pourra avoir ce numéro de téléphone à appeler pour avoir les informations de santé pertinentes. Laurence Fossé, vous me disiez quand on a préparé cette table ronde aussi que on voyait, quand on parlait de données de santé, on voyait tout de suite le mauvais côté des choses et que ça avait quand même aussi son utilité. Oui, c'est vrai, dès qu'on parle de données, d'une manière générale, dès qu'on parle du sujet même big data, il y a un petit côté diabolisation de la donnée, comment on va l'utiliser. Moi, je trouve qu'on ne parle pas assez des belles histoires. Ces données, elles permettent de faire progresser aussi la médecine, de mieux comprendre les maladies. Moi, j'ai discuté avec un professeur de l'hôpital Sud à Rennes qui travaille sur les maladies rares. Il me disait, mais on a besoin de données, on a besoin, pour comprendre les maladies, d'avoir des informations. Donc, bien sûr, des informations anonymisées, parce que ça ne les intéresse pas d'avoir des informations avec les noms des personnes. Mais ces données, elles permettent vraiment de faire des progrès. En France, on n'est pas très doué quand même dans les politiques de prévention. Mais on n'a pas forcément non plus les bons outils pour travailler là-dessus. On voit un domaine qui est le domaine de la iatrogénie, c'est le fait de mélanger des médicaments qui deviennent incompatibles quand on en mélange plusieurs ensemble. Bon, on voit très bien qu'il y a des progrès qui seraient considérables si on avait un accès plus grand aux données sur qui a mélangé quel médicament, dans quelle période, etc. Donc, alors ça, moi, c'est un peu une position personnelle que j'ai. Je pense qu'il faut en effet, c'est très important que les données soient protégées. Il y a la CNIL, en effet, en France, qui est quand même là pour être garant de ça. Mais il faut savoir aussi que voilà, des données, quand elles sont bien anonymisées et bien travaillées, elles permettent de faire progresser la médecine. Et c'est aussi un des intérêts, quand même, quelque part, de ces objets connectés. Les gens qui mesurent plein de paramètres, de pouvoir les travailler, les analyser pour faire plus de prévention et améliorer la santé. Je vous vois tous les deux hocher la tête. Moi, je pense que oui, on peut appuyer là-dessus, parce qu'un des enjeux de santé qui va arriver, qui est encore très minoritaire pour l'instant, mais qui va venir, parce que Google va être leader là-dessus notamment, c'est de vivre le plus longtemps possible. Donc, c'est vrai que si on fait de la prévention avec du big data, si on sait quelles sont les bonnes attitudes alimentaires, les bonnes attitudes, il ne suffit pas d'écouter le gouvernement qui nous dit manger des œufs en 80, puis manger du lait en 90, et puis manger des légumes en 2000. Bon, voilà. Là, l'intérêt, c'est que ça va venir de la masse. Et encore une fois, on parle de transition. Avant, on était assisté par le gouvernement pour plein de choses. Et de plus en plus, on prend la main sur les choses. On va prendre la main sur qu'est-ce qui est bon pour nous. Et pas parce qu'on nous le dit, mais parce qu'entre nous, on va pouvoir faire émerger des trends. C'est intéressant. Alors, je n'ai pas le détail exactement, mais je suis sûre qu'il y en a qui connaissent. C'est l'épidémie de grippe ou de gastro, je ne sais plus, qu'on peut prévoir en regardant Google avant le gouvernement. Parce que les gens vont dire... Parce que c'est un mot-clé qui monte. Voilà, parce que c'est des mots-clés qui montent. Ah, j'ai mal au ventre. Bah, hop, ça nous fait une carte de la France où on voit où sont les épidémies, alors que le gouvernement, alors, je ne dis pas qu'il n'est pas au courant, mais en tout cas n'a pas retranscrit l'information parce que lui a des limites, des régulations qui prennent du temps. Voilà. Aujourd'hui, Internet, ça peut aller très très vite sans régulation, et la question c'est où de mettre la régulation, où laisser progresser et où freiner, c'est pas évident. C'est une règle de base de la transformation digitale, c'est que les usages vont plus vite que tout ce qu'on nous propose. Éric Berthaud. Oui, moi je rejoins tout à fait, enfin, ce que je trouve très intéressant, c'est ce que disait aussi Laurent, c'est la prévention finalement. C'est un potentiel d'économie dans la santé qui est énorme. C'est-à-dire que la constatation est très simple. Quand vous allez chez le médecin, c'est déjà trop tard. Vous êtes déjà malade. Et donc, si vous étiez chez vous et si on vous avait déjà donné un certain nombre d'outils d'information, de mesures, surtout de mesures qui vous permettent de vous-même prendre la main sur votre parcours de santé. Moi, c'est ce que j'appelle le parcours de santé. Donc, on est en train de développer ça. C'est-à-dire qu'on est en train de faire arriver, accompagner toutes ces mesures que l'on fait sur la personne avec un vrai parcours de santé qui vous définit tous les matins. On vous pose des questions, on vous demande si vous allez bien, on vous recommande en fonction de votre rythme cardiaque des recettes qui vont abaisser votre manger des carottes ou je sais pas,
il y a plein de choses à faire et qui permettront d'accompagner la personne et de faire du préventif. Et le préventif, c'est un gain énorme dans les dépenses de santé. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, juste dans l'axe de la caméra. Levez bien la main. Est-ce que vous voyez, mesdemoiselles? Voilà. Bonjour. Je reviens sur une dernière chose qui a été dite concernant l'épidémie de grippe sur Google. Il faut savoir que les données n'ont pas été fiabilisées du tout parce que toute personne qui avait un rhume marquait j'ai la grippe. Donc en fait, ce qui est plus inquiétant justement, c'est ce que pourrait en faire. On parle de Google parce que c'est la machine. Est-ce qu'on peut vraiment se fiabiliser par rapport aux données justement de Google concernant une épidémie ce qu'on doit manger? On a bien vu que là, on vient de nous sortir qu'on ne peut plus manger de charcuterie ni rien. Donc, qui doit-on croire? L'objet connecté ou ce que Google nous raconte? Je pense qu'on n'a pas du tout la même vision des choses que les anglo-saxons. Déjà, il faut bien se mettre à ça en tête. Eux, ils considèrent que les informations données sur Google, sur la grippe par exemple, pour eux, ce serait suffisant. C'est déjà pas mal, c'est une indication. Ils ont beaucoup moins ce souci du détail, je pense, qu'on a en France, et de l'exactitude. Voilà. Donc oui, on est d'accord, c'est pas du tout quelque chose ni de sécurisé, ni de prouvé. C'était juste un exemple. Maintenant, jusqu'où est-ce qu'on va le croire les choses? Ce sera comme tout, et ça va mettre du temps à se mettre en place. Il y a des gens qui vont tout croire, comme ils croyaient il y a 10 ans déjà les forums qui racontaient à peu près n'importe quoi parce que c'était des usagers. Et puis il y a ceux qui vont rien croire du tout parce que c'est pas sécurisé. Il y a un milieu qu'on va trouver. Je pense que les moteurs de recherche, même si on est d'accord c'est dangereux parce qu'ils ont beaucoup d'informations, ils en font un peu ce qu'ils veulent, nous permettent d'aller chercher une information de plus en plus pertinente. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, au milieu, en haut. Levez bien la main, bien haut, qu'on vous repère. Ah, ils sont deux là maintenant en plus. Allez, on se passe rapidement le... Oui, donc moi j'avais une question par rapport... vous ne pensez pas que ça irait un peu plus vite si on intégrait les médecins dans la boucle? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de projets en fait, qui n'ont pas du tout été conçus avec des médecins ou des hôpitaux. Il y a beaucoup de projets qui ont aussi été développés avec des médecins. Alors, c'est rarement des médecins de ville, de cabinet. C'est souvent des médecins qui sont dans des hôpitaux, dans des instituts spécialisés. Mais rares sont aujourd'hui, enfin, ça n'existe pas même, un projet de télémédecine ou de e-santé sans professionnels de santé. Chaque région a son agence régionale de santé et c'est la plupart des projets aujourd'hui de e-santé sur les territoires sont lancés avec les ARS et des professionnels de santé. Mais après, il y a des services où on est plus dans le wellness. Donc là, il n'y a pas forcément de professionnels, il n'y a même pas de professionnels de santé, mais un vrai projet d'e-santé, il y a un professionnel de santé derrière. Oui, je confirme tout à fait. Enfin, nous, on est des technologues, donc on faisait de la technologie. On a mis en place des plateformes faciles d'utilisation chez vous. Mais c'est vrai que sans l'aide des médecins, sans l'aide de la CARPAP, par exemple, ici à Lorient, qui est aussi un outil fantastique pour aller dans des situations de logement avec des personnes en état de maladie. On a vraiment appris. Donc c'est vrai que c'est ça qui est le gros intérêt d'ailleurs de ce marché, c'est d'avoir associé justement le monde de la technologie et le monde de la médecine. Ouais. Et il y a en France un certain nombre de professeurs et de médecins qui sont vraiment leaders sur ce sujet, qui font du lobby auprès des agences régionales de santé, auprès des ministères pour développer la télémédecine en France. Donc, il y a des médecins geeks. Il y a des médecins geeks, hein. Ils ne sont pas forcément tous, mais... Alors, il y avait une question, derrière la jeune femme qui a posé la question, il y avait une autre question.
Bon, je garde le micro puisque je l'ai. Pardon, je vous passerai voyais pas, après. excusez-moi, voilà. Je voulais savoir où en était le projet de dossier médical personnalisé dont on entendait parler il y a quelques temps, associé à la carte vitale, et dont on n'entend plus beaucoup parler actuellement. Maintenant, ça s'appelle le dossier médical partagé. Et donc, ça en est où? À peu près là. D'accord. Non, il ne faut pas dire de mal, c'est pas vrai. On est diffusé en live, hein. Non, j'ai rien dit. Non, le dossier médical partagé, c'est l'idéal. C'est pour les patients comme pour les médecins, un accès à une information précise, pertinente. Mais, encore une fois, l'État, le gouvernement, a une problématique que n'ont pas les individuels, comme nous, c'est-à-dire qu'il faut qu'il plaise à tout le monde, il faut que tout le monde dise oui dans la boucle. Et comme pour les informations de Google, eh ben, eux, ils vont avoir la pertinence, ils vont avoir vraiment ce côté complet, mais ça prend énormément de temps et beaucoup d'argent. Donc moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que si vous allez... ce que je développe aussi aujourd'hui d'ailleurs, c'est que je dis aux gens, allez chez votre médecin, demandez-lui d'ouvrir un DMP. Déjà, la moitié des gens, enfin les 2/3 des gens ne savent pas ce que c'est. Je leur dis, allez voir le médecin, demandez-lui d'ouvrir un DMP et mettez votre numéro sur votre bracelet Zenboa. Voilà. Parce que, si vous voulez, aujourd'hui, c'est très bien d'avoir des DMP, mais aujourd'hui, la majorité sont vides et les médecins n'ont pas le temps. Les médecins n'ont pas le temps aujourd'hui de remplir les dossiers qui existent déjà en papier et de les mettre sur Internet. Et lorsqu'ils ont les dossiers sur Internet, ce n'est pas toujours des programmes qui sont compatibles avec le DMP. Donc on a un vrai problème de data. Non mais c'est pas faux. Enfin, les médecins sont confrontés à ça. Ils n'ont pas tous le même programme, donc c'est pas évident d'aller mettre de l'information. Et donc les médecins, hier en tout cas, aujourd'hui je ne sais pas exactement, mais il y a jusqu'à peu de temps, disaient au gouvernement, bah, ok, mais donnez-nous des secrétaires médicales pour remettre toute cette donnée sur l'ordinateur, parce que nous, c'est pas notre travail et on n'a pas le temps. Eric Berthaud, vous vouliez réagir ? Oui, je crois qu'il y a un business model fantastique pour tous les jeunes entrepreneurs qui sont futurs dans cette salle. C'est justement comment on évite aux médecins de devenir des informaticiens. Et il y a un vrai créneau. Créer des boîtes pour que les médecins n'aient plus à taper sur leur ordinateur, je trouve ça complètement... On perd un temps, et eux aussi perdent un temps de traitement du malade. Ça existe déjà, il y a une très belle start-up qui s'occupe de prendre les rendez-vous à la place des médecins, qui a fait une levée de fonds assez colossale. Oui, mais même pour le dossier médical du médecin, que ça passe plus par des outils de saisie classiques. Allez, une dernière question. Oui, donc... En fait, j'avais une question qui était en rapport à ce que vous venez de dire à peu près. C'était les médecins ont effectivement quelques soucis pour être à jour, etc. Sauf que certains médecins n'ont pas les moyens ou au moins la capacité d'avoir des objets connectés et de pouvoir avoir accès aux data. Donc, qui finance? L'État, les gens, le médecin? Alors aujourd'hui, l'État finance le DMP. Donc ça, c'est donner les moyens aux médecins finalement d'entrer l'information, puisque c'est ce qui a été choisi. Hein. Donc il donne les moyens aux médecins d'un endroit où mettre l'information. Et après, c'est vrai que c'est idéal. L'objet connecté, aujourd'hui, c'est au particulier de l'acheter. On peut pas, on est déjà assez assisté. Il y a un moment où il faut qu'on se prenne en charge. On veut bien manger ou pas bien manger. On veut faire du sport, pas faire du sport. On veut s'équiper, pas s'équiper. Aujourd'hui, ça ne vous pose pas de problème d'aller payer 60 € pour aller au Disney, mais par contre, mettre 20, 30 € dans de la bonne nourriture, c'est peut-être plus compliqué, je ne sais pas. Les gens doivent se repositionner vis-à-vis d'eux-mêmes. Ce n'est pas à l'État de tout faire, c'est aussi à nous de nous prendre en main. Merci beaucoup, merci à tous les trois. On va enchaîner, on peut les applaudir. Voilà, il y a encore une idée, encore quelque chose, Angélique. Je voulais juste réagir tout à l'heure, j'ai pas eu le temps. Quelqu'un disait que ça irait plus vite. C'était une jeune femme disait que ça irait plus vite si on mettait les médecins dans la boucle. En fait, on va trop vite pour l'instant. Donc, on va voir où est-ce qu'on se retrouve. Mais je pense qu'aujourd'hui, les objets connectés vont très 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 vite. Parfois trop vite pour les gens qui n'ont pas encore le temps de les acheter. Le jour où ils se disent tiens, je suis prêt, il n'existe plus parce qu'il a disparu, et il va falloir qu'ils cherchent autre chose. Voilà, on va trop vite. Ça sera le mot de conclusion. Merci à tous les trois, on peut les applaudir. Merci beaucoup. Merci.